Salut à tous et bienvenue dans cette review Duel Commander de l'extension Marvel Super Heroes. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous partage ma sélection des cartes les plus sympathiques, les plus fortes et plus intéressantes que j'ai pu trouver en regardant les milliards de cartes de cette extension. Parce qu'il y a l'extension Marvel Super Heroes, il y a l'extension Commander avec pas mal de nouvelles cartes, beaucoup de nouvelles cartes. Et il y a aussi des petites cartes qui se sont glissées dans Jumpstart, donc qui font partie techniquement de l'extension Commander, mais qui sont dans les boosters Jumpstart, je crois. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Il y en avait en veux-tu, en voilà de partout. J'ai tout regardé. Je savais plus ce que je lisais au bout d'un moment. Je vous avoue, dès que ça commençait à coûter 6 mana avec seulement une ligne de texte naze, hop là, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de lire parce que j'en pouvais plus à la fin. Mais en tout cas, j'ai quand même tout regardé. Et surtout, l'extension principale, c'est là où il se cachait le plus de jus. Et vous allez le voir dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de cartes. Pas toutes seront forcément jouées, jouables, etc. Mais en tout cas, suffisamment intéressantes pour que je vous en parle, bien évidemment. Avant ça, on remercie évidemment les sponsors comme d'habitude. Merci beaucoup à Card Nexus qui nous soutient sur 2026. N'hésitez pas à utiliser le petit code VALPL05 quand vous faites votre premier achat via la marketplace. Ça vous donne 5 euros offert en bon achat crédité sur votre compte après votre premier achat du coup. Et sinon, vous pouvez simplement utiliser le Collection Manager gratuitement en passant par le lien en description. Vous nous soutenez du coup si vous passez par ce lien pour créer votre compte. Il y a plein de TCG différents, notamment Magic, mais également plein de TCG récents, de TCG moins récents. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et au moins vous avez un seul site pour gérer toutes vos collections. C'est quand même assez extraordinaire. Merci également à GameGenic qui nous soutient sur 2026 avec leurs super produits. Si vous voulez vous aussi soutenir la marque qui nous soutient, donc nous soutenir par ricochet, consommer des produits GameGenic, voilà, classeur, sleeve deck box et j'en passe. Mais ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, tu prends, tu consommes, ça régale la marque, ça nous régale, ça fait plaisir. Donc, cette extension Marvel Super Heroes, le disais-je, beaucoup de cartes, et je commence, si j'ai bien fait le tri, par les cartes Commander avec Venger pour 6 mana en rituel, mais heureusement ça coûte 2 de moins à lancer si un joueur vous a attaqué pendant son dernier tour. Détruisez toutes les créatures, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. On a déjà un effet qui fait ça pour 5, qui est Fumigation, je crois, d'Aether Revolt, je crois, enfin le bloc Kaladesh en tout cas, et qui n'est point joué, parce que justement on préfère les Vras qui coûtent 4, voire 3, mais bon, 3 c'est quand même très très rare. Là, dans un deck du coup contrôle qui voudrait booter aggro, on a une Vras qui va coûter tout le temps 4, parce que normalement, vous vous êtes tout le temps fait attaquer au tour précédent. Si vous n'êtes pas fait attaquer, bon bah tant mieux, vous avez du coup peut-être pas besoin d'utiliser cette Vras de suite. Je la trouve intéressante parce que justement c'est une Vras qui la plupart du temps contre aggro quand vous en avez besoin va coûter 4 mana, et en plus va faire gagner des points de vie. Donc va annuler peut-être une petite phase d'attaque au passage, suivant combien l'adversaire avait 2 points de vie. C'est sympathique. Attention, ça reste une Vrasse à 6 qui, dans certains match-ups, du coup, est un peu incastable, malheureusement. Mais voilà, tous les decks, quasiment, à part les decks combo un peu pointus, vont mettre une phase d'attaque à un moment donné pour essayer de vous tuer. Donc c'est l'occasion de caster Venger pour seulement 2 de moins. Ensuite, on a une autre carte des decks commandeurs, Galactus, le dévoreur de monde, dédicace à mes collègues qui jouent Terra, du coup, qui m'ont parlé de cette carte, parce que je ne pensais pas que ce serait auto-in dans ces decks-là. Pour 10, on a une 12-12 vol piétinement indestructible, créature légendaire, ancêtre et extraterrestre. Quand Galactus arrive, exiler un permanent ciblé, et il doit attaquer l'adversaire avec le plus de points de vie parmi nos adversaires à chaque combat si possible. Donc en gros, en DC, vous attaquez tous les tours avec, sauf si vous avez une créature appelée Surfeur d'argent, héros de Galactus. Ça, on s'en fout, on se concentre sur 12-12 vol piétinement indestructible, exiler un permanent. Donc ça peut même gérer les landes, ce qui est très pratique contre des decks comme l'Umra par exemple. Je leur demandais, mais c'est pas un gros pâté, genre parmi tous les pâtés qu'on a à disposition et tout. Et ils me répondaient, bah en fait, justement, ETB, exiler un permanent ciblé sans chercher non-terrain, etc., non-créature, machin. Et bah c'est très bien, et c'est des effets qui sont relativement rares, donc on adore, et en plus 12-12 indestructible au pire des cas. J'ai dit ok, ça roule, donc bon petit ajout pour les decks Reanimator, et aucun autre deck ne jouera de Galactus Dévoreur de Monde. On passe au set principal, la merveilleuse guêpe. Pour 2, on a une 2-1 flash vol légendaire humain héros. Piqûre de guêpe, quand la merveilleuse guêpe arrive, engagée jusqu'à une créature ciblée, elle perd toutes ses capacités tant que la merveilleuse guêpe reste sur le champ de bataille. Je trouve que c'est un body très décent pour son coût en mana, qui en plus a le flash, et qui va shut down une créature jusqu'à ce que la merveilleuse guêpe quitte le champ de bataille. Alors shut down en termes de capacité, parce que sinon la créature va se dégager, c'est juste engagé sur le coup, ça fait une phase d'attaque potentiellement totalement esquivée. C'est pas mal, il y a pas beaucoup de decks tempo qui aimeraient avoir ça. Je pense que les versions tempo de Spider-Man
pourrait considérer une merveilleuse guêpe, puisque notamment ma merveilleuse guêpe sur Spider-Man, ça fait que la créature fait pas grand-chose, n'attaque pas, ne va pas faire de dégâts à la fin du tour, etc. Donc c'est pas mal. Pour les mirrors éventuellement ou d'autres match-up. Au-delà de ça, je crois que n'importe quel deck bleu tempo peut considérer une merveilleuse guêpe dans son pack. Hein. Ça va être pile entre le noyeur déchu, je crois qu'il s'appelle là, le 2-1 pour 2 qui met un marqueur stun et qui engage, et le Fermaret Tishana qui va contrer une capacité. J'ai l'impression que cette merveilleuse guêpe, elle est un peu entre les deux. Dans le sens où elle met pas un marqueur stun, donc la créature se dégage, et elle contre pas non plus une capacité, mais elle va enlever les capacités de la même manière sur des créatures, et tout de même engager, ce qui est quand même le plus important, pour faire que la créature qui allait vous attaquer ne vous attaque pas. Donc j'aime beaucoup cette merveilleuse guêpe. Ensuite, on a Jennifer Walters, qui est une carte recto verso, 2-3 pour 2. Pardonnez, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour, et pour 6, dont un vert de blanc, on la transforme uniquement en rituel, mais on peut aussi la caster directement pour ce même cours mana, pour avoir la sensationnelle Miss Hulk, 6-6 portée piétinement, gamma héros légendaire. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour, et quand une créature que vous contrôlez subit des blessures, vous pouvez faire que la sensationnelle Miss Hulk inflige autant de blessures à n'importe quelle cible, ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Bon, grosso modo, quand elle est là, pour votre adversaire, s'il n'a pas un anti-bet ciblé, et ce sera en rituel, c'est la merde. Ce qui nous intéresse, c'est surtout est-ce qu'on peut jouer ce drop 2. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les decks qui jouent ces couleurs-là actuellement, et il y en a un qui commence à monter pas mal, qui a 2% de méta, c'est Brigid, je crois, le deck Celestia Combo, qui joue la nouvelle créature de Lorwyn, enfin nouvelle, depuis janvier, c'est plus trop nouveau maintenant, mais c'est quand même un deck relativement nouveau. Donc je pense que Jennifer Walters, ça pourrait rentrer dans ce genre de deck, puisque c'est les bonnes couleurs, et que comme tout deck combo, t'as pas trop envie que ton adversaire puisse te contrer ou interagir, donc ça peut être un ajout sympathique. Sinon, vu qu'elle est légendaire, on pourrait l'avoir en commandant, c'est des stats qui sont décentes, mais ça va souvent se prendre un removal cash, donc une fois qu'elle coûte 4, le body est pas très intéressant, et du coup elle coûte 8 de l'autre côté. C'est pas ouf non plus, je pense que c'est vraiment une carte qui est sympa dans certains decks qui peuvent se permettre le luxe de jouer Celestia, ce qui est quand même pas courant en ce moment en duel commander. Mais bonne carte quand même. Si elle était juste mono blanche, ça rentrerait dans plein de trucs, ça rentrerait même dans Yoshimaru, je pense, potentiellement, donc c'est très cool. Ensuite, on a la pierre de l'esprit, artefact légendaire, infinité et pierre, indestructible, qui fait 1 mana blanc qui coûte 2. Et pour 6, on l'engage, on maîtrise la pierre de l'esprit, donc on débloque sa capacité infinie, qui fait qu'au début de notre étape de fin, on exile jusqu'à un autre permanent non-terrain ciblé que l'on contrôle, et on le revoit sur le champ de bataille sous notre contrôle. Sous le contrôle de son propriétaire, pardon. Pourquoi ce caillou? Bon, déjà, un caillou indestructible qui fait du mana coloré et qui a une capacité en late game, c'est jamais mauvais, même si on joue pas beaucoup de cailloux en DC. Mais actuellement, il y a un deck qui aime bien jouer quelques cailloux, c'est Quintorius. Et un caillou indestructible qui, en plus, voilà, va faire de la value avec des permanents, parce qu'il y a quelques permanents dans Quintorius qu'on aime beaucoup blinker. Ça peut être un flash, par exemple, pour refaire le TB. Bon, même s'il sacrifie, vous allez me dire, mais des fois, on en a besoin. Ça peut être un Quintorius pour justement reset ses marqueurs loyauté si on a fait le -4. Quand vous faites -4, généralement vous tuez, mais voilà, tu connais, des fois t'as pas tué parce qu'il y a eu des bloqueurs et tout, ça te permet de le reset. Il y a plein de petites applications un peu sympas. Vous pouvez notamment exiler un permanent qui a déjà été engagé pour exiler des trucs d'un cimetière. Il va revenir dégager, ça vous permet de le refaire éventuellement. Il y a plein d'applications sympathiques, donc je pense que cette pierre de l'esprit, elle est un petit peu gratos dans Quintorius. Bon, les versions qui jouent particulièrement de cailloux, les versions qui en jouent que 2, je sais pas si c'est meilleur qu'une pierre, qu'un Arcane Signet et que l'autre caillou qui est joué, je ne sais plus le nom. Donc à voir, mais en tous les cas, c'est pas piqué d'hanneton, comme on dit. Nick Fury, agent du Shield, pour un mana blanc, on a une 2-1 humain espion héros légendaire qui a la capacité pouvoir pour un mana de chaque couleur, pour Wooburg, comme on dit en anglais. On met 2 marqueurs sur lui, puis on regarde les 7 cartes du dessus, on peut révéler un héros, un équipement ou un véhicule. Si c'est une carte recto verso, on peut la transformer. Mettez le reste au-dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. On met sur le champ de bataille, pardon, je crois que j'ai oublié des mots dans la phrase, mais on met sur le champ de bataille parmi les 7 cartes, héros, équipement ou véhicule. Je suis pas sûr que le deck héros soit particulièrement bien en DC, même s'il a beaucoup de synergie dans cette nouvelle extension du coup qui fonctionne bien. Je pense surtout que ce Nick Fury peut être intéressant en tant que commandant si on veut jouer un drop 1 agressif dans un deck 5 couleurs agressif. Même si maintenant les decks 5 couleurs ont aussi un nouveau commandant qui est très sympathique dont je vous parlerai après. Mais ce Nick Fury, c'est la seule itération d'un drop 1 agressif pour jouer 5 couleurs actuellement.
ou alors il y en a d'autres que je n'ai pas en tête et qui ne sont pas joués, mais qui sont, je pense, moins bien que Nick Fury. C'est pas trop coûteux d'avoir quelques héros qui se baladent dans le deck. Il en faut pas tant que ça pour regarder cette carte et essayer d'en avoir un. Vous avez notamment des Spider-Man qui sont des héros, qui sont de bonnes cartes, qui peuvent se jouer dedans, notamment Spider-Punk par exemple. Équipement, je pense que vous en aurez qu'un, potentiellement un pince-crâne, puisque bah, du coup ça pince bien Nick Fury et que lui-même peut le chercher potentiellement. Véhicule, à mon avis, vous en aurez zéro. Je sais pas trop quoi en penser, voilà, de ce Nick Fury, à part les arguments que je viens d'avancer. Je pense que c'est un petit peu gentil pour ce qui se fait actuellement, mais c'est la meilleure option pour avoir un drop agressif. Donc pourquoi pas. Infirmière de nuit, soigneuse de héros. Alors ça, c'est un petit upgrade à une carte qui existe déjà, qui a été jouée, donc je vous la mets, mais en vrai, c'est pas très impactant pour le format. Pour 2, c'est une 2-1 flash lien de vie légendaire, humain, docteur et héros. Quand elle arrive en jeu, on choisit un permanent dans notre cimetière qui a été mis ce tour-ci de n'importe où, et on le revoit dans notre main. Et en fait, on a déjà joué par le passé Sam Sagas l'Intrépide. Il fait exactement la même chose, sauf que c'est un permanent qui a été mis depuis le champ de bataille uniquement. Et il n'a pas le lien de vie. Par contre, l'anneau vous tente, ce qui pouvait avoir un petit effet qui se coule par-ci par-là. Honnêtement, le fait que ça vienne de n'importe où, donc même si on nous le fait défausser, si on le défausse nous-mêmes, et d'avoir le lien de vie, dans la majorité des cas, je pense que ce sera meilleur que Sam Sagas. Donc peut-être que les decks Felia qui jouaient Sam Sagas voudront plutôt paquet infirmière, je pense en tout cas. Cloud, je suis pas sûr qu'il y ait encore des Sam Sagas dans Cloud, même si ça me permettait de faire des petits tricks. Mais pareil, on préférera une infirmière de nuit si c'est le cas. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment de l'optimisation, mais vu que c'est une optimisation de carte qui a été jouée en DC, pourquoi pas. Nous te disons que nenni. Eh oui, un contresort avec un nom extraordinaire et un artwork quand même très joli, il faut le dire. Pour 2, on a un éphémère qui est de type arcane, qui peut avoir un intérêt, mine de rien, dans certains cas. Très corner, vous me direz, oui, mais le DC c'est aussi ça, c'est une game sur 100, il y a le cas corner qui arrive et t'es content. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2, donc ça fait quench, hein, c'est ok. Travail d'équipe 2, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on peut engager n'importe quel nombre de créatures tant que leur force totale est supérieure ou égale à 2, donc généralement c'est une seule bête en DC. Contrecarrer ce sort à moins que son contrôleur ne paye 4 à la place si le sort a été lancé avec le travail d'équipe, pardon. Bon déjà pour 2 on contre à moins que ça paye 2, ça serait pas joué en DC, mais je veux dire c'est des cartes qui sont pas non plus nazes. Et le petit upgrade où il faut seulement engager une bête qui a 2 de force ou moins, ou en tout cas 2 bêtes qui ont 1 de force, ça marche aussi, bah ça marche bien dans Spider-Man. Parce que Spider-Man il a 2 de force. Et vu qu'il a la vigilance, il peut attaquer et tout de même contrer. Et à moins que le contrôleur ne paye 4, je vous dis qu'il y a énormément de spells qui vont être contrés comme ça. Wilson, même si c'est pas un deck très méta et très joué en ce moment, bah c'est un 2-2 pour 2, Wilson Blue hein, évidemment, qui se régalera de nous te disons que Nenni aussi, je pense. C'est un soft counter, mais qui devient quasiment un hard counter dans ce genre de pack. Il y a d'autres applications dans d'autres packs aussi, hein, dès que votre commandant en fait peut payer le coût de nous te disons que Nenni et qui coûte pas cher, c'est intéressant. Mais Spider-Man, c'est vrai que bah, tu peux le jouer que quand tu as 4 mana. Enfin, à partir du tour 4, mais généralement tu as 4 mana, donc tu peux faire Spider-Man, tu as 2 mana pour caster ça. Ça marche quand même très bien. Ça marche quand même très bien, et au pire des cas, tu l'utilises en début de game assez facilement. Hawkeye, maître tireur d'élite, pas sûr de celui-ci, mais il y a quand même des bons arguments. Pour 2, on a une 2-2 initiative portée légendaire, humain, archer, héros. À chaque fois que Hawkeye devient engagé, on peut payer 1 jusqu'à 3 fois. Quand on fait ainsi, on choisit jusqu'à autant. À chaque fois, un effet différent, bien évidemment. Une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, ou alors il inflige 2 blessures à un joueur ciblé, ou alors on défausse une carte puis on pioche une carte. C'est un drop 2 très correct, hein, initiative portée 2-2 pour 2, c'est bien. C'est légendaire, donc dans Yoshimaru, on est content. Et il y a 3 effets qui sont quand même très bien quand tu joues aggro. L'un pour te débarrasser de landes en trop, ou justement pour aller chercher des landes si tu es en manque. L'autre pour passer des points, et le dernier effet pour mettre des points à coup sûr. Et vu qu'il coûte 2, c'est facile de faire les 3 effets au tour suivant si on veut être mana efficient, notamment contre contrôle. On n'a pas envie de jeter trop de cartes de notre main pour que contrôle gère tout. On veut plutôt utiliser notre mana dans les créatures qu'on a déjà sur le champ de bataille si possible. Donc ce Hawkeye, il fait très bien l'affaire pour mettre la pression tout en n'utilisant pas de cartes de notre main et en sculptant même notre main au passage. Après voilà, c'est quand même une 2-2 pour 2 qui fait rien quand il arrive en jeu. Il faut qu'il passe un tour pour faire des trucs. C'est pour ça que dans Yoshimaru c'est plus intéressant, parce que du coup il fait à minima un marqueur sur Yoshimaru en ETB, de par sa légendarité. Je pense qu'il se teste assez facilement dans différents decks. Je suis pas sûr qu'il passe le cut, mais
Ce serait bête de pas tester, franchement, il y a quand même beaucoup de texte pour un petit drop 2. Homme-taupe, maître Moloïd pour les intimes. Pour 3, on a une 1-1 humain et méchant légendaire. On peut jouer des terrains depuis notre cimetière. Et à chaque fois, en touche terre, à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, on crée un jeton de créature 1-1 vert mignon appelé Moloïd. Avec à chaque fois que ce jeton attaque, vous pouvez mêler une carte. Oui. Oui, ça va dans l'Umra instantanément parce qu'on adore jouer des cartes de terrain depuis le cimetière. On adore créer des tokens 1-1, enfin des tokens, peu importe la value, en effet touche terre pour ne pas trop prendre cher contre aggro. Et on adore remplir notre cimetière et ça tombe bien parce que les petits bonhommes là, eh ben, ils peuvent attaquer pour remplir le cimetière. Alors une carte par une carte, certes, mais c'est déjà ça. Sur un fetch, vous créez 2 tokens, donc ça peut aller vite. Il est super. Il est super cet homme top, Maître Moloïd, et je vous partage ce que le chat m'a dit quand j'en parlais avec eux, c'est que ça rentrait bien à la place de l'homme des sables, qui maintenant est cuté petit à petit des decklists, donc je pense que je vais effectivement tester ça, et peut-être qu'il sera dans mon deck pour la CDF, espérons-le. S'il est dans mon deck, ça veut dire que c'est une bonne carte. Roi Tishala, pour 3, on a une 3 de flash humain, noble et héros. À chaque fois qu'un joueur, et il est légendaire évidemment, à chaque fois qu'un joueur pioche sa deuxième carte à chaque tour, vous piochez une carte. Donc, quand vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous piochez encore une carte. Et pour 6, on le transforme, et on peut également le caster directement pour 6 en la Panthère Noire, l'espoir persistant. Pour 6, dont Azorius, 3-3 flash double initiative, il ne rigole pas. On prévient toutes les blessures qui devraient être infligées à la Panthère Noire, c'est-à-dire que l'adversaire il va avoir un mal de chien à s'en dépêtrer s'il n'a pas d'interaction ciblée, c'est-à-dire détruisez la Panthère Noire. À chaque fois que la Panthère Noire inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Et si ça ne touche pas un joueur 3-3 double strike avec toutes les blessures prévenues, ça va tuer une bête. Ou alors ça va se faire chumper par une immense bête, mais du coup votre problème est ailleurs. Soit ça va toucher l'adversaire, ça va lui mettre énormément de dégâts. Et c'est à chaque fois qu'elle inflige des blessures, elle a la double initiative. Donc ça veut dire que vous piochez 2 cartes. Et ça c'est excellent. C'est un body immense, enfin un body très bon, pas immense mais très bon en drop 6. Le body 3-2 flash est très ok en réponse à un effet pioche de l'adversaire, ce qui est quand même relativement souvent le cas en DC, peu importe les couleurs, l'adversaire va piocher à un moment donné. Vous pouvez aussi le faire proactivement si vous avez pas mal de pioches dans votre deck. J'ai l'impression que c'est un bon contender pour un commandant d'Azorius Tempo, parce qu'il y a Ang qui est pas mal, qui permet de faire de la gestion, mais ça me met peut-être un petit peu moins l'impression que Roi Tishala, qui en plus peut se transformer en un truc énorme, plus facilement que Ang, même si Ang on peut payer avec les créatures, c'est quand même 8 quoi. Là 6 ça se fait un peu plus facilement, par contre c'est rituel. Voilà, peut-être que Ang lui reste supérieur. Dans tous les cas, ça reste une bonne carte pour être dans les decks tempo Azorius, je trouve. Le body très correct et la value assez facile à réaliser avec lui. Puis en late game, ça vraiment, ça dépote. Hein. Ça dépote, ça déboîte. Je pense que sa place est plutôt dans le deck qu'en tant que commandant. Mais je trouve qu'en tant que commandant, c'est pas non plus déconné, quoi. Ensuite, Moon Girl et Devil le Dinosaur. Pour 3, le dinosaure, je sais pas pourquoi je mets un accent, c'est un mot français. Pour 3 en simic, on a une créature légendaire, humain, dinosaure et héros 2-2. À chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour, jusqu'à la fin du tour, la force et l'endurance de base de Moon Girl et Devil le Dinosaure deviennent 6-6 et acquiert le piétinement. Donc ça devient le fameux dinosaure 6-6 piète, mais j'ai oublié le nom. Bon, vous l'aurez en commentaire, qui est devenu un mème à force qu'il fasse des cartes qui ont ces stats-là. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour, bien heureusement. Je parlais de ça avec Domino. Je disais, c'est pas mal, non? Il y a un truc où je suis fou. Et Domino me disait... Domino, pas Dominé. Domino me disait, ouais, mais il y a Spider-Man, il arrive en jeu, il met 2 dégâts, quoi. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, donc là, ça a l'air d'être une idée de merde, dit comme ça. Et en même temps, il n'y a quand même pas que Spider-Man dans la vie. C'est quand même très simple d'avoir un artefact qui arrive en jeu tous les tours, dont des terrains artefacts par exemple, pour piocher une carte et du coup avoir une 6-6, puisque dès que vous piochez votre deuxième carte, enfin dès que vous piochez une carte par tour, vu que ce sera la deuxième si c'est à votre tour, ce sera une 6-6 et ça va mettre des pions, mais colossal. Tour 4, vous attaquez avec une 6-6, hein. En plus d'avoir pioché une petite carte, c'est démentiel. Si vous mettez des artefacts pendant le tour adverse, vous piochez aussi, mais c'est dur à faire. Mais si vous piochez simplement avec des spells pendant le tour adverse, ça devient une 6-6 aussi. Donc il n'y a pas de galère. Je pense qu'il y a un potentiel de faire un bon petit deck Simic avec Moon Girl et Devil. Après, voilà. Simic, c'est connu pour être soit complètement broken parce qu'il y a des trucs comme Nadu, comme Uro, soit c'est nul à chier.
Donc je sais pas si Moon Girl va réussir l'exploit d'être l'entre-deux, genre pas broken comme ça c'est pas ban, et suffisamment intéressant pour que ce soit joué. T'as mis aussi, hein, à l'époque un peu broken. Euh, voilà, à toi de jouer Moon Girl. À toi de jouer, prouve-nous qu'on peut jouer Simic en Duel Commander sans avoir un pack complètement cheaté. Ensuite, on a Thanos, le titan fou, pour 3 en mardu, donc rouge, blanc, noir. On a une 4-4, contact mortel, lien de vie, éternel et méchant légendaire. Et avec la capacité pouvoir, un mana de chaque couleur plus un mana incolore, donc 6 en tout. On met 2 marqueurs plus 1 sur Thanos qui devient 6-6. Et on choisit pair ou impair, on détruit chaque créature avec une valeur de mana de la qualité choisie, chaque autre créature, pardon. Et ça prend en compte évidemment les vôtres. On peut payer le coût de pouvoir pour 6 au moment, enfin pour seulement 3 quand Thanos arrive en jeu. Donc on peut payer un mana de chaque couleur et un incolore pour caster Thanos. Et du coup il arrivera en tant que 6-6 avec, enfin en tant que 4-4, puis on active la capacité, mais ça coûte 3 de moins, donc en gros pour 6 d'un coup. Et du coup on a une Vrasse potentiellement en CZ. Bon pour 6 et plein de couleurs, certes, mais on y a quand même action CZ, ce qui peut être intéressant. 4-4, contact mortel, lien de vie pour 3, déjà c'est très bien et ça nous permet d'avoir accès aux 5 couleurs. Donc peut-être qu'on va préférer jouer Thanos le titan fou comme nouveau commandant 5 couleurs pour avoir un body qui fait quand même bien chier pas mal d'adversaires. Death Touch, ça va prendre des trades contre les joueurs qui ont des gros pâtés. Lien de vie plus le body, ça va faire chier aggro à mort. Donc j'ai l'impression qu'on peut se serrer la main sur ce Thanos qui fait chier tout le monde, avec un artwork que je trouve en plus très joli. Lavra, c'est un peu anecdotique, c'est pourquoi pas, au bout d'un moment on peut caster ça, mais en 5 couleurs, le mana incolore, il va être donné par quelques landes, mais pas non plus 1000. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a, si j'ai bien compté, 5 ou 6 elfes à mana qui nous permettent de faire Thanos tour 2. Donc si on veut faire un deck vraiment agressif, on peut prendre une optique un petit peu impair, entre guillemets, en jouant des drop 1 qui nous accélèrent dans Thanos. On joue évidemment quelques drop 2 ou 4 qui sont très bien, mais d'avoir un deck plutôt qui fonctionne en impair pour essayer d'optimiser sa Vrasse de façon à ce que quand on dispère, ça tue pas grand chose chez nous et plutôt des créatures à l'adversaire. Et si on est obligé, bon, on dit impair, hein, tant pis, on a toujours ce choix-là. Mais ouais, le Thanos tour 2, avec Elfe tour 1 et un bilan qui serait vert et rouge, blanc ou noir à côté. C'est assez facile, donc je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas cette optique un petit peu 5C bagarre? Ça demande aucun deck build particulier, ce Thanos, juste on le met en command zone et on met des bonnes cartes dedans. Juste dans la mana base, mettre 2-3 landes qui peuvent faire de l'incolore, c'est tout. Mais généralement, c'est des landes qui peuvent aussi faire d'autres couleurs, les landes qui font de l'incolore qu'on va mettre dans le deck, donc c'est pas très gênant. Et enfin, dernière carte, qui est en fait un cycle de 5 cartes. Bon, je vous les montre pas toutes, hein, mais vous l'avez en tête. C'est simplement les landes. Voilà, là, je vous ai pris Forteresse Sombre en exemple. Ça fait de l'incolore ou ça fait du rouge ou du noir que si le land est arrivé ce tour-ci ou si on a un terrain de base. Ce sont des landes évidemment pour les decks bicolores agressifs, enfin bicolores au global, mais bicolores agressifs encore mieux, puisque ça nous fixe le tour où ça arrive en jeu, et c'est pas trop dur d'avoir un terrain de base qui se balade pour avoir juste un bilan qui arrive dégagé. Le seul problème étant que ça ne se fetche pas, mais c'est pas très grave. Pour les decks tricolores, je pense que si c'est des decks bicolores splashés, par exemple Raffine à l'époque était souvent Azorius avec un peu de noir, on pourrait jouer l'Azorius dedans, puisque du coup ça nous donne nos couleurs principales le tour où ça arrive en jeu, c'est-à-dire le tour le plus important, et après ça donne de l'incolore, c'est pas très grave. Mais les decks tricolores ont souvent très peu de basiques, donc ça veut dire que c'est plus dur d'avoir ces landes-là qui sont juste bicolores. Donc c'est pas auto-in selon moi dans les mana basse tricolores. Par contre, dans les mana basse bicolores, aucun intérêt de ne pas jouer ça à la place d'un petit basique qui traîne. Ça conclut cette review, un petit peu longue, en même temps il y avait plein de cartes. Je n'ai cessé de parler, de bafouiller d'ailleurs dans cette review parce qu'il y avait beaucoup de cartes à vous présenter. J'espère que je me suis pas trop trompé, mais je pense que il y a pas mal de cartes, j'ai parlé parce qu'elles sont intéressantes, mais qui au final vont peut-être pas convertir l'essai en Duel Commander, mais il y a quand même pas mal de cartes dans ce top qui sont, on se dit, ah quand même c'est pas mal, et certaines je suis quasi sûr qu'elles vont être jouées, ça il n'y a pas de doute. Dites-moi si j'ai oublié des cartes en commentaire, ou s'il y a des cartes que vous trouvez vraiment nulles en commentaire aussi que j'ai présentées, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus d'essais ou autres, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!